Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Il y a 2 ans, j'ai passé mon été à Chamonix, en Haute-Savoie. Comme des milliers de touristes chaque année, j'ai embarqué avec mes parents et ma fille à bord du train du Montanvert. Le train du Montanvert, il permet de se retrouver face à un célèbre glacier, la mer de glace. Alors c'est pas exactement une expérience solitaire, on est entassé avec des centaines de touristes qui ont eu la même idée et ils font tous des selfies au même endroit. Mais il faut bien reconnaître que la vue sur les montagnes est magnifique. Seulement voilà, auparavant, pour accéder à la mer de glace, on prenait une télécabine pour descendre au plus près du glacier. Maintenant, on prend toujours une télécabine, mais ensuite on descend 550 marches pour arriver jusqu'au glacier. Et tout au long de la descente, il y a des plaques un peu commémoratives qui marquent les anciens niveaux du glacier. Plus on descend, plus on se rend compte à quel point le glacier a reculé. Et plus on descend, plus on comprend que la fonte s'accélère. En 150 ans, la mer des glaces a reculé de 2,7 km. Autrement dit, plus on descend, plus on déprime. Moi, j'ai 41 ans et je me rends compte que c'est de mon vivant, pendant la durée de ma vie, que la fonte du glacier s'est accélérée. C'est une sensation assez bizarre, comme un rétrécissement du monde sous nos yeux. Et c'est d'autant plus étrange que la plupart des gens qui visitent la mer de glace, ils n'ont pas l'air vraiment préoccupés par cette question. Moi-même, je dois dire que j'ai préféré montrer les statues de glace à ma fille plutôt que de lui servir une énième soupe sur le changement climatique. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si elle revient un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'est pas sûr qu'il reste grand-chose à visiter. Pourquoi les glaciers et les pôles sont si fragiles face au réchauffement climatique ? Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants pour nos vies sur cette planète ? Et comment faire face à cette fonte accélérée ? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Heidi Sévestre est glaciologue, membre du Conseil de l'Arctique, et elle travaille dans un programme de surveillance et d'évaluation des pôles qui s'appelle AMAP. Elle est aussi exploratrice des glaces, notamment sur l'île du Svalbard, un archipel glacial et gigantesque qui est bien au-delà du cercle polaire. Elle a également reçu la médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. Bonjour Heidi Sévestre. Bonjour Nabil. On dit souvent que les pôles et les glaciers sont les zones les plus vulnérables face au changement climatique. En fait, si on était complètement honnête, on devrait dire qu'ils sont vulnérables aux émissions de gaz à effet de serre et donc en fait victimes de notre utilisation du gaz, du pétrole, du charbon. Récemment, une étude rappelait qu'un kilo de CO2 émis, c'est 15 kilos de glaciers qui fondent. Donc plus les températures montent, plus la glace fond. Ça, c'est assez logique. Mais ce qui est moins évident, c'est les conséquences de cette fonte des glaces sur nous, sur notre vie, la vie des humains, sur cette planète. En fait, c'est pas juste un changement de paysage et moins de photos de la mer de glace. Alors, Heidi Sévestre, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça change, en fait, cette fonte accélérée ? Ouais, les glaces sont capitales pour nous. On y pense rarement parce que c'est tellement lointain. C'est soit dans les très hautes montagnes, soit dans les régions polaires. Mais clairement, aujourd'hui, notre quotidien et notre futur dépendent de la santé de ces glaces. Donc quand je dis les glaces, je mets un peu tout dans le même paquet. Je parle des glaciers, par exemple, dans la mer de glace, des calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, mais aussi toutes les autres glaces comme le permafrost, ce sol gelé en permanence. Et la banquise, cette glace de mer qui couvre en partie l'océan glacial arctique, et aussi au sud, l'océan austral autour de l'Antarctique. Et en fait, ces glaces, c'est pas compliqué déjà. Pour nous, ce sont les meilleurs baromètres des dérèglements climatiques. C'est de la glace, donc forcément, si les températures augmentent, ces glaces se rétrécissent, mais aussi elles sont très sensibles aux changements de précipitation, comme de la neige. Plus il y a de neige, souvent plus les glaciers sont contents, moins il y a de neige, plus ils se rétrécissent. Et ces glaces, elles sont importantes pour tout un tas de raisons. Mais la première, sur laquelle je voulais insister, c'est que ces glaces nous aident à stabiliser le climat. Aujourd'hui, 10% des surfaces émergées sur Terre sont recouvertes de glace. C'est immense, quoi. Je pense qu'on a du mal à se représenter la taille que ça représente. Et ces surfaces blanches, elles agissent un peu comme un miroir. Par leur couleur, en fait, elles ont cette capacité de réfléchir les rayons du soleil en direction de l'espace. Donc ça maintient ces espaces de haute montagne et ces régions polaires froides. Et le fait d'avoir des pôles froids et des hautes montagnes froides, ça stabilise le climat partout sur Terre. Donc aujourd'hui, quand on parle du fait que l'Arctique réagisse très vite au dérèglement climatique, que l'Arctique se réchauffe,
ça perturbe le climat jusqu'à chez nous en France. Ça crée tous ces événements météo extrêmes. On en a subi pas mal l'été dernier. Et ça, c'est vraiment le reflet de la perte de glace dans les régions polaires. Et cette perte de glace, elle a aussi d'autres conséquences, par exemple la montée des eaux ou des conséquences aussi sur l'approvisionnement en eau potable. Alors ces glaces, en fait, c'est notre plus grande réserve en eau potable sur Terre. C'est ça qui est fou. Quand on pense aux glaciers de l'Himalaya, on parle vraiment de châteaux d'eau. Et ce sont des milliards de personnes qui vont dépendre de l'eau des glaciers tout au long de l'année, surtout en période hors mousson. Et aujourd'hui, si on fait fondre, j'espère pas, si j'ai une baguette magique, je le ferai pas, mais si on fait fondre toutes les glaces sur Terre, le niveau des océans augmenterait de 65 mètres. Et on a du mal à se représenter ce que c'est 65 mètres, mais c'est monumental. Et aujourd'hui, entre 0 et 10 mètres d'altitude sur les littoraux, sur Terre, rien qu'entre 0 et 10 mètres, on a 700 millions de personnes qui habitent sur ces espaces-là. Et c'est les villes les plus actives, c'est des énormes mégalopoles, c'est des espaces économiques florissants qui apportent énormément de richesse à ces pays. Et donc, quand on s'imagine finalement que même si on perd une toute petite partie de cette glace sur Terre, les conséquences vont tous nous toucher. Mais alors, juste pour bien comprendre comment ça marche, pourquoi l'augmentation des températures, ça a autant d'impact, notamment sur les pôles ? Alors, il y a un phénomène qui se passe, qui est encore une fois lié à la couleur de la glace. C'est vrai que cette glace, tant qu'elle est blanche, tant qu'elle couvre beaucoup de surface, elle réfléchit cette chaleur en direction de l'espace. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un cercle vicieux est en train de se mettre en place. Les glaces se réduisent, prennent de moins en moins d'espace à cause de l'augmentation des températures. Et lorsque les glaces se retirent, elles laissent place à des espaces qui sont beaucoup plus foncés, des roches, de l'océan, si on parle de la banquise, de la glace de mer. Et ces surfaces qui sont plus foncées, elles absorbent beaucoup plus rapidement le rayonnement solaire, donc elles se réchauffent, donc elles accélèrent encore plus la fonte de la glace environnante. Et là, on comprend très vite le cercle vicieux qui se met en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que les Alpes françaises, par exemple, se réchauffent 2 fois plus vite que le reste du territoire, parce que les Alpes perdent leur surface de neige et de glace, et on détecte exactement la même chose dans les régions polaires, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique. Ça veut dire que, par exemple, pour les glaciers du Mont Blanc, pour un certain nombre de régions des Alpes, il va falloir s'habituer à voir ces glaciers rétrécir, voire disparaître ? Pour être très clair là-dessus, sur l'avenir des glaciers des Alpes dans les montagnes européennes, dont les glaciers du Mont Blanc, aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire de perdre pratiquement tous ces glaciers d'ici la fin du siècle. Donc dans les 70 à 80 prochaines années, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre. Malgré tous les efforts qui sont mis en place, toutes les annonces, toutes les stratégies des différents pays, aujourd'hui, les concentrations de CO2 continuent à augmenter dans l'atmosphère. Et les glaciers réagissent très vite à ça. Et si on continue dans cette perspective-là, nous allons véritablement perdre nos châteaux d'eau, nos ressources en eau potable dans les Alpes d'ici la fin du siècle. En fait, ce que je trouve particulièrement inquiétant dans ce que vous racontez, c'est cette idée qu'il pourrait y avoir une sorte de point de non-retour. Que si les émissions de gaz à effet de serre continuent sur cette trajectoire, la glace fonde tellement que d'une certaine manière, on ne puisse pas la récupérer, même si ensuite on était sur une bonne trajectoire de transition climatique. Est-ce que c'est trop alarmiste de dire les choses comme ça ou est-ce que c'est le cas ? Je pense déjà qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et être très très honnête par rapport à nos observations. Pour l'instant, nos observations sur le terrain sont pires que les pires prévisions de nos modèles mathématiques. Voilà. Donc les choses sont vraiment en train de s'accélérer et s'accélèrent tellement vite que le rythme de notre science n'est pas assez rapide. Donc on fait tout pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. On est dans une course contre la montre. On essaie vraiment d'augmenter notre capacité à comprendre ce qui se passe dans ces régions-là, mais les changements s'opèrent trop rapidement. Et cette notion de point de bascule, elle est vraiment capitale. Parce que si on s'intéresse là, par exemple, aux 2 plus grandes calottes polaires sur Terre. Donc on a la calotte du Groenland au nord et on a la calotte de l'Antarctique au sud. Le Groenland fait 3-4 fois la taille de la France quand même, donc il y a beaucoup de glace là-haut. Si tout le Groenland venait à perdre sa glace, c'est à peu près 7 mètres d'augmentation du niveau des mers. L'Antarctique, c'est 23 fois la taille de la France. Si l'Antarctique venait à perdre sa glace, c'est 58 mètres d'augmentation du niveau des mers. Et pourquoi on parle beaucoup de point de bascule en ce moment ?
Parce que ces calottes polaires ont un point de bascule très clairement défini. On sait que ce point de bascule, il est entre 1,5 et 2 degrés. Si on dépasse ce seuil de température, pas juste de quelques semaines ou de quelques mois, si on le dépasse allègrement, généreusement, on va déclencher un phénomène irréversible de déstabilisation de ces calottes polaires. C'est-à-dire que, par exemple, le Groenland, sa perte de glace au-delà des 1,5-2 degrés, ensuite ne pourra plus être arrêtée. Donc quand on dit 1,5-2 degrés, c'est bien la température moyenne à l'échelle du globe. C'est la trajectoire des accords de Paris qu'on est censé tenir d'ici la fin du siècle, si on veut justement éviter que ces points de bascule arrivent. Exactement, c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de journée, mais il y a une vraie raison physique derrière ce seuil de température, notamment pour les glaces. Et aujourd'hui, nos connaissances nous permettent de savoir que ce point de bascule, notamment pour la cryosphère en général, pour tout ce qui est fait de neige et de glace, ces points de bascule sont souvent autour de 1,5 à 2 degrés. Donc, si on les dépasse généreusement, malheureusement, il sera trop tard ensuite pour arrêter la déstabilisation du Groenland et de l'Antarctique. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin du monde, bien au contraire, mais ça veut dire que pour nous, en termes d'adaptation, ça nous demandera de faire des efforts vraiment considérables parce que ce phénomène-là, on ne le contrôlera plus. C'est-à-dire que plus on attend, plus on tarde à agir, plus le coût derrière et les difficultés d'adaptation seront importantes parce que ce sera trop difficile. En fait, on ne peut pas refaire de la glace au niveau des pôles. C'est complètement ça. Et on dit souvent que le coût de l'inaction, ou peut-être l'action pas assez rapide, plus on attend, plus ça va nous coûter cher. Et investir aujourd'hui pour lutter contre le dérèglement climatique nous paraît monumental, mais c'est très peu par rapport au coût de l'adaptation, au coût de ce qu'on appelle loss and damage, donc de réparer par exemple tous les accidents, tous les problèmes, tous les catastrophes qui sont liées par exemple à la perte de la glace. Alors, il y a un point dont vous avez parlé tout à l'heure sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, c'est le permafrost. Les spécialistes parlent même parfois du pays du permafrost. Donc, le permafrost, c'est cette surface qui reste glacée toute l'année, qui recouvre une partie importante de la surface du globe. Pourquoi est-ce que c'est un problème et pourquoi est-ce que, là aussi, il peut y avoir un point de bascule du permafrost ? Le permafrost, c'est absolument fascinant. Il faut comprendre déjà que dans l'hémisphère nord, 25% de nos terres sont du permafrost. Donc le permafrost, ou pergélisol, on l'entend parfois, c'est le sol qui est gelé. Et ce sol gelé, quand il est gelé, il nous rend pas mal de services. Parce que, notamment, c'est un puits de carbone. Donc jusqu'à maintenant, il a absorbé une grande partie des émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités. Mais le souci, c'est qu'aussi le permafrost est fait de glace, donc forcément quand le thermostat augmente, le permafrost peut se mettre à dégeler. Et je prends souvent cette image pour parler du permafrost, c'est un peu comme une pizza congelée qu'on sort du congélateur et qu'on laisse dehors à son propre sort. Et c'est ce qui se passe quand le permafrost dégèle, c'est-à-dire que toute la matière organique dans ce permafrost, les tomates, la mozza, les lardons, la pâte, tout ça se met à dégeler. Et ensuite, les microbes et les bactéries vont se mettre à manger cette matière organique. Et en la mangeant, ça va rejeter des gaz à effet de serre, dont le méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement efficace, beaucoup plus puissant dans son pouvoir radioactif, dans sa capacité à capturer la chaleur sur Terre, que le CO2. Donc le permafrost, aujourd'hui, c'est très très clair qu'il est en train de dégeler. Et pourquoi on parle de pays du permafrost ? Parce qu'aujourd'hui, on estime que les émissions du permafrost dans l'hémisphère nord sont à peu près équivalentes aux émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme le Japon. Et plus on attend, plus ce pays risque de devenir gros, plus ses émissions vont s'agrandir. Et on sait que si on passe la barre des 2 degrés, par exemple, le permafrost va se mettre à émettre autant de gaz à effet de serre que l'Union européenne tout entière. Si on continue encore au-delà, plus 3, plus 4 degrés, le permafrost va émettre autant que les États-Unis et le Canada combinés. Donc ce permafrost, il faut le prendre très très au sérieux. Mais c'est un point très important parce qu'une fois qu'on commence à dégeler le permafrost, ça devient très compliqué d'arrêter ce cercle vicieux. Et à l'avenir, ce que nous pourrons contrôler, nous les humains, ce sont nos propres émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qu'on ne pourra pas contrôler, ou très peu, essayer de le ralentir du moins, ça va être le dégel du permafrost et ses propres émissions de gaz à effet de serre.
Alors avant qu'on rentre dans le détail de ce qu'il est possible de faire pour faire face à cette fonte dont on parlait, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous avez pu la constater sur le terrain lors de vos observations. L'un de vos terrains de jeu, c'est une île très au-delà du cercle polaire qui s'appelle le Svalbard, je crois qu'on l'appelle aussi le Spitzberg. Est-ce que vous pouvez nous raconter sur place qu'est-ce que ça veut dire les conséquences concrètes d'un des endroits de la planète qui se réchauffe le plus vite ? Le Svalbard, c'est pour moi, en tout cas, en tant que glaciologue, c'est juste le paradis sur Terre. C'est au cœur du haut Arctique norvégien. Donc c'est à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. C'est très difficile d'aller encore plus au nord. Il y a une université là-bas où j'ai fait mon doctorat et 60% des terres sont recouvertes de glace. Tout le sol est fait de permafrost. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Donc le Svalbard se réchauffe 6 à 7 fois plus rapidement que le reste de la planète. Donc c'est hallucinant ce qui se passe là-bas, puisque on est dans un royaume glacé qui subit de plein fouet le fruit de nos activités humaines. Et ce qu'on voit au quotidien est vraiment dingue. Il n'y a pas besoin presque de faire des études là-bas pour comprendre que l'environnement est bouleversé par le dérèglement climatique. La première chose qu'on voit, c'est qu'il y a des bâtiments qui ont déjà dû être évacués. Il y a un petit village là-bas, il y a 2500 habitants. Et des bâtiments construits sur le permafrost ont dû être évacués parce que malheureusement, les bâtiments sont en train de se déstabiliser à cause du dégel du permafrost. Ce qu'on remarque aussi, et ce qui est juste catastrophique, c'est que c'est un désert arctique là-haut. Normalement, c'est un endroit qui est très sec. Il y a quand même des chutes de neige pendant l'hiver, mais ça reste très limité. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des températures, les masses d'air peuvent contenir plus d'humidité. C'est comme quand on va dans les régions tropicales, l'air est super lourd, il fait chaud, c'est très humide. Lorsque l'Arctique se réchauffe, l'Arctique peut contenir plus d'humidité, c'est-à-dire qu'il neige beaucoup plus qu'avant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des avalanches au cœur de la ville de Longyearbyen, la capitale du Svalbard, qui ont déjà fait des victimes. Donc on peut très clairement parler des premières victimes là-bas, liées directement au changement climatique. Et moi, mon travail là-bas, c'est de passer le plus clair de mon temps auprès des glaciers. Ils sont juste somptueux. On est à 2 km de l'université, il y a les premiers glaciers, donc c'est parfait pour notre travail. Et les changements sont juste affolants. C'est vrai qu'on a des glaciers qui perdent des quantités pharaoniques de glace chaque année. On ne peut qu'être attristé quand on voit ce qui se passe là-bas. Et alors j'imagine que quand on prépare une expédition, un voyage, justement on se prépare à travailler sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'au fur et à mesure de vos différents voyages, vous avez vu le paysage changer, les limites des glaciers bouger, la faune et la flore être transformées? Est-ce que ça se passe à cette vitesse-là? Est-ce que c'est aussi rapide que ça? Ça se passe très clairement à cette vitesse-là. En fait, on a l'impression de ne plus reconnaître l'environnement qu'on connaît par cœur. Moi, ça fait 13 ou 14 ans que je travaille au Svalbard. J'y ai fait une partie de mes études et ensuite travaillé là-bas. On est complètement perturbé, bouleversé par ce qui se passe. On a des cartes pour partir sur le terrain, on ne reconnaît plus du tout la forme des glaciers. Les glaciers ne ressemblent plus à grand-chose. Mais aussi, l'environnement devient extrêmement dangereux. Et c'est ça qui est vraiment très difficile pour nous, les scientifiques, une fois sur place, c'est que la météo est complètement bouleversée. Ça devient tout à fait extrême. On a des événements extrêmes, comme chez nous en France, mais qui se multiplient aussi dans l'Arctique. On pensait connaître les différentes saisons, savoir quand partir sur le terrain ou quand ne pas partir, mais finalement, on ne reconnaît absolument plus rien. C'est-à-dire, normalement, d'habitude, vous partez à quelle époque et comment ça se passe? Par exemple, ma dernière grosse expédition au Svalbard, c'était en avril l'année dernière. Et j'ai passé 1 mois sur le terrain pour une expédition qui s'appelait Climate Sentinels. On est parti au mois d'avril parce que, généralement, au mois d'avril, il fait -20, -15, il fait froid, mais la météo est ultra stable. Donc, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, il fait beau, on ne se pose même pas de questions. Et en fait, tout au long du début de l'expédition, on s'est pris tempête après tempête après tempête. Mais des blizzards que j'avais jamais vus à cette période-là de l'année. Et ce qui était fou, c'est qu'on avait une base arrière qui nous envoyait par téléphone satellite les prévisions météo pour justement qu'on ne se fasse pas mal, qu'on ne se retrouve pas dans des situations trop dangereuses. Et les météorologues qui nous envoyaient ces prévisions météo, experts de l'Arctique, experts du Svalbard, n'en revenaient pas. C'était l'hallucination. On a eu des vents jusqu'à 140 km/h pendant l'expédition. Tous les 2 jours, on avait une tempête. Et on a eu des vents tellement violents que
on a dû s'enterrer dans la neige pour éviter que notre campement, puisqu'on campait tout le long du chemin, que notre campement se fasse arracher par le vent. Et ça, c'est des choses mais que j'avais jamais vues auparavant. D'être sur place, vraiment de se rendre compte que, ah ouais, vraiment le dérèglement climatique s'exprime comme ça dans l'Arctique. Vraiment, on s'y attendait pas. On en a pris plein la figure. Ça nous a donné une rage incroyable, en tout cas, de communiquer sur ce sujet-là et de dire attention, c'est pas parce que l'Arctique se réchauffe que l'Arctique devient une région super hospitalière. Au contraire, on est en train de tout dérégler ce qui se passe là-bas. Alors vous avez cette expérience en Arctique, mais vous êtes aussi originaire de Haute-Savoie. Est-ce que ces changements-là, vous les constatez aussi dans les Alpes françaises? C'est-à-dire vous les avez vus de visu, vous qui avez grandi là-bas? Complètement. Et j'étais à la mer de glace il n'y a pas très très longtemps. Et c'était fou. J'en reviens pas de voir à quel point les glaciers sont en train de se retirer de nos Alpes. Et pour moi, voilà, c'est vraiment toute mon enfance, toute mon adolescence. Et c'est terrible de voir ce qui s'y passe. Mais aussi, il faut utiliser ces paysages-là pour partager des messages forts, pour éduquer les jeunes et moins jeunes générations et ceux qui font des selfies au Montanvert sur l'importance de ces glaciers. La mer de glace, c'est un glacier qui permet de produire de l'hydroélectricité. Ce sont aussi nos châteaux d'eau dans les Alpes. Il faut savoir que si le Rhône perd ses glaciers, il est encore connecté aux glaciers, fort heureusement, le débit du Rhône, c'est 40% inférieur en été sans les glaciers. Et c'est quoi? C'est notre agriculture aussi, c'est de l'irrigation, c'est le refroidissement de centrales nucléaires. Nos glaciers sont encore ultra importants aujourd'hui, et j'ai même pas évoqué le tourisme, bien évidemment. Donc pour moi, vraiment, c'est un peu des membres de ma famille qui, petit à petit, s'effilochent et disparaissent. Et j'ai qu'une envie, c'est faire en sorte qu'ils ne disparaissent jamais. Je dois dire que le tableau que vous dressez est assez inquiétant, en fait même assez sinistre. Et je me demande un peu ce qu'il est possible de faire pour limiter les dégâts, faute de pouvoir complètement inverser la tendance. J'imagine bien que si je vous demande ce qu'on peut faire, vous allez me dire il faut arrêter de consommer du gaz, du pétrole, du charbon et baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais justement, ça concerne aussi l'Arctique. Moi, j'ai couvert pendant plusieurs années les questions d'énergie pour Le Monde, et j'ai fait il y a quelques années un reportage dans un site exploité par Total en Russie qui s'appelle Yamal. C'est bien au-delà du cercle polaire et c'est un site de liquéfaction de gaz. On refroidit du gaz pour le transporter. Et l'idée, c'est que, puisque justement la route des glaces fond, eh bien, on va pouvoir faire passer plus de bateaux pour vendre ce gaz, soit en Europe, soit en Asie, au plus offrant. Est-ce que ça, c'est une question que vous prenez en compte, c'est-à-dire l'idée qu'il y a aussi une bataille pour les ressources en Arctique, des ressources pétrogazières, des ressources minières, et qu'avec le réchauffement, un certain nombre de ces ressources peuvent être plus accessibles. Est-ce que dans la liste des choses qu'il faut pas faire pour sauver les glaciers, la première chose à faire, ça serait pas d'arrêter d'essayer d'exploiter des ressources? Alors, je ne suis pas du tout naïve par rapport à cette question des énergies fossiles. Je sais qu'on ne peut pas arrêter ça du jour au lendemain déjà. Ça, c'est clair. Notre civilisation, notre société est complètement sous perfusion des énergies fossiles aujourd'hui encore. Et l'Arctique, malheureusement, l'Arctique que j'aime tant, c'est vraiment un énorme marché en termes de ressources en gaz, en pétrole et aussi au charbon. Au Svalbard, il y a beaucoup de charbon. Aujourd'hui, on sait que si on veut éviter de dépasser les 1,5 degrés, il ne faut absolument pas toucher aux réserves pétrolières et gazières de l'Arctique. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a des pays qui sont à fond là-dedans, bien sûr. On parle de la Russie juste maintenant, mais il y a aussi des pays comme la Norvège, le Canada, les États-Unis. Il y a d'autres ressources aussi en minerais, en terres rares, etc. etc. Et c'est vrai que ça va être très compliqué, en tout cas, de faire en sorte qu'on ne touche pas à ces réserves alors qu'elles sont juste ici. Et notre travail, c'est justement d'expliquer que c'est pas cette vision à court terme qui va nous sauver la mise. Aujourd'hui, on est très clairement dans une situation géopolitique qui nous pousse à prendre des décisions à très très court terme. Et la réponse que l'on donne à cette vision à court terme, c'est souvent on retourne dans les énergies fossiles. Il va savoir que ça va être de plus en plus difficile de prendre ce genre de décision et que plus on attend, moins on va avoir le choix, plus ça va coûter cher et qu'il faut avoir ce courage, cette ambition, vraiment ce leadership de se dire « Ok, on sait qu'il y a des ressources dans l'Arctique, on n'y touche pas et on décide de réinvestir
toutes les ressources qu'on a mis en place jusqu'à maintenant dans les énergies renouvelables. Et on sait que c'est possible dans l'Arctique. Il y a déjà plein de tests qui sont en train d'être faits, que ce soit pour des éoliennes, même pour des panneaux solaires. Il y a des panneaux solaires au Svalbard qui marchent très bien, tout ce qui est marée motrice aussi. Et vraiment, on a besoin de ce leadership de la part des gouvernements, mais aussi de la part du secteur privé, de comprendre qu'on y gagne tous à ne pas toucher aux réserves de l'Arctique. Mais alors, quel type d'action spécifique pourrait être mise en place pour essayer de limiter les dégâts? Alors, on a vu, par exemple, ces derniers étés, notamment dans les Alpes italiennes, l'idée d'étendre des bâches sur les glaciers. Alors, est-ce que ça apparaît un peu ridicule, peut-être même, de dire on va étendre des grandes bâches pour limiter l'impact des rayonnements solaires sur les glaciers? Mais est-ce que ça a quand même un effet? Est-ce que c'est une réflexion qu'il faut avoir? Est-ce qu'on va finir par peindre les montagnes en blanc pour qu'elles conservent les rayons solaires? Ça a été fait, de peindre les montagnes en blanc. Alors, je ne sais plus si c'était au Pérou ou en Bolivie, mais un ingénieur avait testé le système, puisqu'il n'y avait plus de glaciers, de trouver le moyen de réfléchir les rayons du soleil et de refroidir ces montagnes. Ça n'avait pas marché. Les bâches blanches, si on peut en parler, comme solution pour protéger les glaces, ou du moins les préserver le plus longtemps possible, on sait que ces bâches blanches, ça marche très bien sur des espaces très très limités. Donc par exemple sur des stations de ski qui ont besoin de préserver ces glaciers pour rejoindre 2 pistes de ski par exemple, ça marche. Ça marche, mais ça marche pas sans conséquences. Déjà, le coût est monumental d'installer ces bâches. Elles sont très lourdes, ça demande beaucoup d'énergie. Mais aussi, on sait que ces bâches se dégradent en partie pendant l'été et que malheureusement, le produit de la dégradation de ces bâches ensuite se retrouve dans l'eau de fonte de la glace, dans les rivières, et il y a plein de petits microplastiques qui se baladent dans nos rivières alpines à cause de ça. Donc les bâches, voilà, c'est vraiment très clairement pas une solution réaliste du tout pour protéger les glaciers. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de solution miracle pour préserver la cryosphère, pour protéger nos zones de neige et de glace sur Terre. Il faut vraiment réduire notre consommation d'énergie fossile à la base. Après, il y a pas mal d'autres solutions ou pseudo-solutions qui sont évoquées. Oui, parce que par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, donc l'idée de modifier le climat d'une manière artificielle avec des technologies. Et pour l'Arctique, on parle beaucoup de technologies qui permettent de limiter l'impact des rayonnements solaires sur les pôles. Ça, est-ce que vous pensez que c'est une piste qu'il faut explorer ou au contraire, est-ce que plutôt pas ? C'est des solutions qui sont en train d'être travaillées en ce moment, étudiées notamment par le Climate Repair Center à l'université d'Oxford. Ils sont en train d'essayer de réfléchir comment refroidir l'Arctique. Voilà, très clairement, comment refroidir l'Arctique aujourd'hui. Et ils pensent essayer de reproduire ce que font les volcans. Quand on a vraiment une grosse éruption volcanique, très explosive, elle émet des particules jusque dans la stratosphère. Et ces particules, elles bloquent une partie du rayonnement solaire qui arrivent jusqu'à la Terre. Donc forcément, elles peuvent avoir un impact régional, voire global, de réduire la chaleur qu'on reçoit du Soleil. Donc ce centre d'Oxford essaie de réfléchir à des solutions de bombarder la stratosphère au-dessus de l'Arctique de particules, donc de façon complètement artificielle, bloquer une partie du rayonnement solaire pour refroidir l'Arctique. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais la première chose, c'est déjà qu'il y a des habitants dans l'Arctique. Il y a 4,5 millions d'habitants dans cette région, dispatchés sur 8 pays différents. Il y a des communautés autochtones qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années. Qui sommes-nous pour oser penser à bloquer une partie du rayonnement solaire au-dessus de cette région-là? La deuxième chose, c'est le coût que ça va créer, mais aussi le fait que ça mettra notre climat sous perfusion en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, si on le fait une fois, ça veut dire qu'ensuite, il faudrait le faire en permanence, puisque si le processus de réchauffement continue, en fait, ça veut dire que le jour où on ne le fait pas, pour une raison ou pour une autre, les conséquences seront très importantes, puisque les rayonnements reviendront d'un coup et probablement plus forts. C'est exactement ça. Et c'est très dangereux parce que il suffit d'une instabilité politique, il suffit d'une crise financière pour peut-être mettre ce programme à mal. Et le jour où on arrêtera, exactement, la Terre risque de se réchauffer extrêmement rapidement, de gagner plusieurs degrés en quelques années à peine, avec des conséquences absolument désastreuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pense à ces pseudo-solutions de géo-ingénierie comme le Solar Radiation Management, donc ce qu'on vient d'évoquer, ça m'effraie parce qu'on a vraiment l'impression de jouer aux petits chimistes. Nous, les scientifiques, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas tout à fait, qui sont liées au climat. Alors,
qui sommes-nous pour oser perturber encore plus ce système ? Mais alors, si on essaie de s'intéresser à des solutions qui peuvent être mises en place peut-être plus à un niveau local, est-ce que ce soit, par exemple, des communes des Alpes françaises ou des communautés vivant en Arctique, est-ce qu'il y a des idées, un arsenal de choses qui peuvent être mises en place pour, au moins à un niveau local, essayer de limiter les conséquences de la fonte des glaces ? Oui, bien sûr. Pour limiter les conséquences de la fonte des glaces, la question qui se pose, c'est surtout les réserves en eau. Et notamment, c'est une question qui se pose partout dans les régions montagneuses sur Terre. C'est comment est-ce qu'on va pallier au manque d'eau pendant l'été, peut-être lorsqu'il n'y aura plus de glaciers. Donc c'est déjà d'une part plus protéger les ressources en eau que l'on a actuellement. C'est aussi protéger tout ce qui est zone humide, notamment tourbières, toutes ces régions qui sont comme des éponges naturelles. Donc ils vont stocker l'eau de fonte des glaciers ou l'eau de pluie, l'eau des rivières, et la redistribuer naturellement toute l'année. C'est quelque chose que j'étudie beaucoup aujourd'hui sur des glaciers tropicaux. Donc ce sont des glaciers qui sont dispatchés tout le long de l'équateur, qui sont en train de disparaître encore plus rapidement que les glaciers des Alpes. Et pour les populations qui dépendent de l'eau des glaciers, ces solutions marchent très bien, notamment les paramos, ces zones humides en Colombie, qui arrivent encore à stocker aujourd'hui l'eau de fonte des glaciers. Donc préserver cette ressource en eau, c'est super important. Essayer d'utiliser moins d'eau, bien évidemment. Mieux gérer, en tout cas, notre gestion de l'eau aujourd'hui est extrêmement important. Et ce que je voudrais dire par rapport aux Alpes, c'est que les Alpes, je vois des solutions de partout aujourd'hui. J'ai l'impression de faire face à une sorte d'incubateur naturel de solutions pour faire face au dérèglement climatique. Par exemple, si je pense au Ripper Café qu'il y a dans la vallée de l'Arve, qui est une des vallées connectées au massif du Mont Blanc, une des vallées les plus polluées de France, une des vallées qui, elle aussi, subit les conséquences du dérèglement climatique. Et le Ripper Café, c'est tout simplement une association de bénévoles qui essaie de réparer nos appareils électroniques, nos appareils domestiques. Et tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Si on consomme moins, que ce soit l'eau ou des appareils électroniques, tout ça, c'est très très bon pour la planète. Et vraiment, je pense qu'il faut allumer notre radar et regarder ce qui se passe autour de nous. Parce que même dans les Alpes, il y a des solutions tout autour de chez moi et il faut les soutenir, ces initiatives locales, parce qu'elles font toute la différence. Elles trouvent des solutions face au dérèglement climatique, mais aussi elles créent du lien social. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important parce que c'est pas en se critiquant les uns les autres, c'est pas en se taclant les uns les autres qu'on y arrivera. C'est vraiment en essayant collectivement de réfléchir à être meilleur, à diminuer notre consommation d'eau, d'énergie fossile. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est trop facile de jeter la pierre, c'est trop facile de pointer du doigt. Réfléchissons ensemble à des solutions concrètes. Alors je l'ai dit, le constat que vous faites sur la situation des glaciers, il est assez dur, en même temps il est assez réaliste, mais j'entends quand même que vous restez relativement optimiste. Qu'est-ce qui vous donne malgré tout de l'espoir ? J'ai de l'espoir parce que je sais que les solutions sont déjà là. Et on a toutes les cartes en main aujourd'hui pour éviter le pire. Alors ça va demander beaucoup de travail, mais pour moi, je suis convaincue que la base de l'action, c'est déjà de comprendre ce qui se passe. C'est de comprendre pourquoi est-ce que nos gouvernements, par exemple, veulent mettre en place des régulations, des lois qu'on prend comme contraignantes, alors qu'il y a une vraie raison scientifique derrière ça. Et pour moi, c'est très clair que si on arrive à rendre ces connaissances scientifiques accessibles au plus grand nombre, que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, le défi, la montagne que l'on a devant nous, vont comprendre pourquoi est-ce qu'il faut la grimper, cette montagne. Et moi, je le vois tous les jours. J'essaie vraiment de donner tout mon temps à rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. Et je le vois quand ça clique dans la tête des gens, quand ils comprennent ce qui est en train de se passer. Et la première chose qu'on me dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Et c'est ça la clé. C'est qu'une fois que les connaissances elles sont acquises, immédiatement, on a envie d'agir. On a envie d'agir parce que c'est pour le bien de tous, pour le bien de chacun, pour le bien de nous aujourd'hui et des futures générations. Alors Heidi Sévestre, je ne voudrais pas vous laisser repartir vers le Svalbard sans vous demander comment vous gérez cette transition à un niveau plus individuel. Vous parliez de votre mission de communication scientifique. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens quand ils vous demandent « qu'est-ce que je peux faire au niveau individuel ?» La première chose que je dis, c'est ça, c'est éduquez-vous en tout cas sur ces sujets-là. Ne prenez pas les infos qu'on vous donne comme acquises, questionnez-vous et n'hésitez pas à contacter les scientifiques.
Parce que mine de rien, on ne le fait jamais, hein, évidemment, mais nous, les scientifiques, on est tellement passionnés par nos sujets, on n'a qu'une envie, c'est échanger. Moi, je reçois des messages tous les jours sur Instagram de personnes qui me posent des questions sur le dérèglement climatique et c'est génial. La deuxième chose que je dis, déjà, c'est de voter. C'est de voter pour des personnes qui respectent la science, qui comprennent qu'il y a des limites planétaires, que nous sommes sur une toute petite planète avec des ressources limitées et qu'il faut tout simplement respecter ça. Et donc voter, que ce soit au niveau super local ou au niveau national, c'est crucial aujourd'hui. Et ensuite, la dernière chose, c'est soutenir ces initiatives locales. Intéressez-vous à ce qui se passe autour de chez vous. Une solution qui marche en Haute-Savoie ne marcherait peut-être pas en Aquitaine, par exemple. Donc, essayez de soutenir ce qui se passe au niveau local. Et si vous ne trouvez pas de solution, allez-y, quoi. Mettez des solutions en place. Et je suis bénévole sur tout un tas de projets avec des jeunes générations. Et ce sont des dingues. Là, j'ai vu des lycées complètement changer leur système de recyclage des déchets, du recyclage de papier. Je pense au projet Demain, c'est nous à La Rochelle. Et ça, c'est une solution super concrète, super efficace qui a été mise en place par des jeunes. Enfin, j'imagine que vous aussi, vous vous posez des questions sur vos propres pratiques, parce que quand on part en expédition lointaine dans les glaces, on le fait en avion, on utilise des énergies fossiles. Est-ce que parfois ça vous met pas mal à l'aise de se dire « j'étudie le réchauffement climatique et je dénonce ses conséquences, et dans le même temps, j'émets beaucoup de carbone pour pouvoir étudier ». Comment est-ce que vous gérez cette question ? C'est très difficile, et j'essaie vraiment de réduire mes voyages en avion le plus possible aujourd'hui. Ce qui est important à comprendre, c'est que la recherche scientifique dans les régions polaires est faite aujourd'hui encore en très grande partie en utilisant des énergies fossiles. C'est vrai, quand on part en Arctique ou en Antarctique, très souvent il faut prendre l'avion ou il faut prendre un bateau brise-glace. Et la plupart de ces moyens de transport sont encore aujourd'hui ultra dépendants d'énergie fossile. Évidemment, c'est terrible. Évidemment, on se pose cette question dans la communauté scientifique. Mais aujourd'hui, c'est très clair, dans la plupart des cas, pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Parce que quand on part dans ces régions-là, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est qu'on a besoin de récolter un maximum de données le plus vite possible. Parce que les changements qui s'y passent sont tellement rapides que c'est pas en y allant en ski, j'ai fait des expéditions scientifiques en ski, qu'on récoltera les données dont on a besoin pour mieux comprendre ces phénomènes. La deuxième chose, c'est aussi que ce sont des environnements extrêmement dangereux et que souvent, on a besoin de moyens de transport qui permettent de garder l'équipe en vie, tout simplement, lorsqu'on fait face à des tempêtes ou à des conditions sur le terrain extrêmement dangereuses. Je ne cherche pas à donner d'excuses, mais je veux juste clarifier le fait qu'encore aujourd'hui, une grande partie de la recherche, notamment la recherche polaire, dépend des énergies fossiles. Mais il y a tout un tas de choses que l'on peut très largement améliorer aussi. Et moi, je le vois au travers de mon travail, je voyage beaucoup pour des réunions. La semaine dernière, j'ai fait un aller-retour à Prague en train. J'ai fait 12 heures aller, 12 heures retour pour justement rencontrer des négociateurs du climat. Et ces questions des réunions, vraiment, on peut améliorer énormément nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à ça. Et sur d'autres registres, est-ce qu'il y a d'autres comportements que vous avez changés ? Par exemple, est-ce que vous avez limité votre consommation de viande ? Ouais, alors ça, vraiment, la viande, à force de lire Hugo Clément et aussi de l'écouter et de comprendre aussi au travers de documentaires l'impact, par exemple, du bœuf sur notre climat, c'est indiscutable. Et je me souviens, aller aux conférences du climat, c'était la COP23, je crois. La première fois que l'on évoquait l'importance du régime alimentaire sur le climat. Et aujourd'hui, c'est indiscutable. Et c'est tellement simple à mettre en place. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à réduire leur consommation de viande le plus possible. Pas que pour les animaux, bien sûr, c'est très important, mais aussi pour notre consommation d'eau, d'énergie, pour tous les polluants qui sont associés à la viande. Et il y a tellement de solutions simples qu'on peut mettre en place au quotidien que, voilà, on n'a plus trop d'excuses à ce niveau-là par rapport au régime alimentaire, ça c'est clair. Est-ce que vous, il y a un moment où vous vous êtes déjà dit « on n'y arrivera jamais », un peu votre moment le plus bas ou votre pire échec, où vous vous êtes dit « mais en fait, tout ça, ça ne sert plus à rien ». J'avoue, lors de la dernière COP, donc la COP 26 à Glasgow, conférence du climat la plus grande de l'année, j'ai eu un petit moment de mou après la COP. Parce que même si ces COP sont très importantes pour faire le bilan, savoir où on en est dans les émissions de gaz à effet de serre et dans les stratégies à mettre en place, souvent on est déçu de ces COP, on est frustré du fait que finalement, les grosses décisions n'ont pas été prises. Il n'y a pas eu assez de courage, en tout cas, de la part des gouvernements. Et donc, j'ai toujours un petit coup de mou après la COP, généralement. Mais aujourd'hui, si nous, les scientifiques, nous, les personnes qui passons énormément de temps dans ces régions qui sont bouleversées par le dérèglement climatique, si nous, on baisse les bras,
pourquoi est-ce que le reste de notre pays voudrait agir ? Donc, pour moi, cette petite période de mou, elle dure jamais très longtemps. Et j'ai cette rage quand je me réveille le matin et je me dis, on est face à un défi tellement grand aujourd'hui que je vais rien lâcher. Vous parlez de rage, est-ce qu'il y a un comportement ou un usage en particulier qui vous met hors de vous d'un point de vue climatique, quelque chose dont vous vous dites, quand vous croisez ça, vous vous dites, mais ça vraiment, ça devrait plus exister, c'est horrible, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Il y a eu quelques annonces là, ces derniers jours qui m'ont pas mal fait mal, qui m'ont beaucoup questionné. Notamment, j'ai entendu que les Jeux olympiques asiatiques d'hiver ont été attribués à l'Arabie Saoudite en 2029. J'y cru à une blague, je pense comme beaucoup de gens. J'ai vu ça sur Twitter. Et non, en fait, c'est vrai, ça va avoir lieu en 2029 sur des montagnes qui font 2000-2500 mètres d'altitude, où il n'y a pas de neige, où tout sera créé artificiellement. Et ça, je me dis, mais comment c'est possible aujourd'hui ? Comment est-ce que ce genre de décision a pu être prise alors qu'il n'y a plus aucun doute sur l'impact des activités humaines sur le climat et qu'on y perd tous parce que ce genre d'événement sportif n'a plus aucune raison d'être très clairement. Merci Heidi Sévestre. Merci. Je dois dire que la première chose à laquelle j'ai pensé en réécoutant cet entretien avec Heidi Sévestre, c'est une phrase que m'avait dit la diplomate Laurence Tubiana. C'était dans un épisode précédent de Chaleur humaine. Elle disait à propos des négociations climatiques « Personne n'a dit que ça serait facile, mais en fait on n'a pas d'autre choix que d'agir. » C'est vrai, la situation des glaces est catastrophique. Mais si j'ai voulu qu'on parle des glaciers aujourd'hui, c'est pas pour se recueillir ensemble sur leur disparition ou pleurer sur des descentes en luge qui n'auront plus lieu. C'est plutôt parce que les glaciers, c'est un système d'alerte incroyablement précieux dans la bataille contre le changement climatique. En fait, en écoutant Heidi Sévestre attentivement, c'est là que j'ai compris ce que voulaient dire les climatologues quand ils insistent sur la formule « chaque degré compte ». Ce que je retiens de ce qu'elle explique, c'est qu'on est dans une spirale de la loose. Plus le réchauffement s'accentue, plus il fait fondre la glace. Et plus la glace fond, plus le réchauffement s'accélère. Et ça, c'est une menace pour des centaines de millions de gens, pour nos réserves en eau potable, pour notre avenir tout court en fait. Je retiens aussi que les solutions technologiques ou techniques qu'on peut tester ne s'attaquent pas à la racine du problème, plutôt à certaines des conséquences. La réalité, c'est qu'on ne va pas peindre les montagnes en blanc, on ne va pas les recouvrir entièrement de grandes bâches, et non, on ne va pas faire comme les orques de la Terre du Milieu, créer une fausse éruption volcanique pour changer le climat. Alors qu'est-ce qui nous reste ? 2 briques qui sont essentielles, je crois. D'abord, réduire le plus rapidement possible notre utilisation collective du gaz, du pétrole, du charbon, des énergies fossiles. Et ça, en fait, la manière la plus simple d'y arriver, c'est de baisser notre consommation d'énergie tout court, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Mais on sait, et ça c'est la deuxième jambe, qu'on ne va pas éviter des événements climatiques extrêmes, on va quand même y avoir droit. Et pour ça, il est urgent d'avoir des plans d'adaptation qui soient à la hauteur de la situation. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut réfléchir dès maintenant à comment on vit sur les littoraux, à comment on va gérer les ressources en eau potable, en fait aux conséquences sur les humains à côté de chez nous, mais aussi partout dans le monde, du réchauffement qui est déjà là. Ça, c'est un sujet dont on avait déjà parlé dans un des premiers épisodes de Chaleur humaine, avec la géographe Magali Regueza. Et elle disait sur la question de l'adaptation, cette formule que j'ai souvent utilisée, « plus on tarde à agir, moins on sera libre de choisir ». C'est un sujet sur lequel on va revenir très vite dans ce podcast et sur lequel je serai ravi d'avoir de vos nouvelles, pour savoir comment ça se passe, peut-être à côté de chez vous, comment on discute de ces questions d'adaptation du territoire au changement climatique. Et sur ce point-là, je suis assez d'accord avec Heidi Sévestre. C'est vrai, on n'a pas tous toutes les cartes en main. Mais peut-être que ce qu'on peut faire, c'est d'abord regarder les initiatives qu'il y a autour de nous et savoir comment on peut y participer. C'était Chaleur humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Alexandre Ferreira. Amandine Robillard a composé l'excellente musique originale. Merci à mes collègues Audrey Garrick et Perrine Moutarde pour leur reportage sur les glaciers et la biodiversité qui m'ont bien servi pour préparer cet épisode. Vous pouvez les retrouver sur le site du Monde. Merci infiniment à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Je suis toujours très heureux de recevoir vos avis, vos critiques et éventuellement une shakshuka au poivron sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention.
Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. On dit même en français une infolettre. J'y rassemble ce que j'ai pu lire d'intéressant sur la question climatique et j'essaye de répondre à vos questions, celles qui reviennent le plus sur les sujets qui nous intéressent. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite ou ajouter des étoiles ou des commentaires si vous en avez envie. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt!